Et bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien. Alors aujourd'hui je vous ai préparé la suite de l'Esprit Frappeur de Berzabern. Je vous avais promis de regarder éventuellement pour trouver la suite puisque je savais qu'elle existait et je l'ai retrouvée. Et j'en profite aussi pour vous dire que si j'ai le temps, c'est ça qui me manque, je voudrais vous faire une nouvelle chronique éventuellement le mardi ou le mercredi soir à voir en publication sur la revue Spirit d'Allan Kardec, puisqu'on a énormément d'articles super intéressants juste sur cette revue et qui se suivent. Alors, il est possible de les écouter distinctement, c'est-à-dire sans avoir forcément écouté les premiers, mais ça va principalement parler des esprits frappeurs, des tables tournantes, des effets en fin de compte spirituels qui peuvent exister, donc vraiment par rapport à l'au-delà. Donc ça, c'est un sujet à part, il y aura toute une suite et c'est toute une série que je voudrais vous préparer. Donc dites-moi si éventuellement ça vous intéresse en commentaire. Par exemple, vous voyez là ce que je vais vous lire, c'est issu justement de cette revue Spirit. Mais après, il y a des tas et des tas de témoignages et d'histoires à l'époque de ce type-là. Et on a aussi des articles d'Allan Kardec qui était, si vous le connaissez bien, spécialisé vraiment dans ce domaine et qui a fait de longues études là-dessus. Donc, là, on ne sera pas sur la partie ésotérique pure, c'est-à-dire étude des symboles, étude des sociétés secrètes, étude des mystères et tout ce qui est plutôt magie ou autre. Ce sera vraiment dans le cadre de tout ce qui est communication avec les esprits et autres, donc médiumnité. Donc c'est vraiment une chronique un peu spéciale. Tout ça parce que vraiment, je suis tombée sur des textes, je pense, qui méritent d'être connus. Voilà. Pour ceux qui nous rejoignent, je vous indique simplement qu'il y a la première partie des esprits de l'Esprit Frappeur de Berzabern, qui est disponible donc sur la chaîne en termes d'articles et revues. Et là, je vais vous faire donc la seconde partie. Donc je rappelle pareil que le fichier est à peine traité, je découpe qu'un tout petit peu. Donc merci pour votre tolérance. C'est parti, on y va. L'Esprit Frappeur de Berzabern. Donc toujours en 1852, et là, sur cette partie-là, je regarde... Oui, je rappelle aussi qu'il s'agit d'une lecture commentée. Mais bon, essayez d'avoir quand même la première partie, ce sera beaucoup plus sympa. Alors, l'Esprit Frappeur de Berzabern, deuxième article. Nous extrayons les passages suivants d'une nouvelle brochure allemande publiée en 1853 par M. Blanc, rédacteur du journal de Berzabern, sur l'Esprit Frappeur dont nous avons parlé dans notre numéro du mois de mai. Donc c'était l'ancienne vidéo, c'est ce que je vous avais lu. Donc j'ai bien l'impression que non, il va quand même citer Monsieur Blanc, donc on va voir ce qui va se dire. Les phénomènes extraordinaires qui y sont relatés, et dont l'authenticité ne saurait être révoquée en doute, prouvent que nous n'avons rien à envier sous ce rapport à l'Amérique. On remarquera dans ce récit, alors sachant que ça s'est passé en Allemagne, donc on va voir pourquoi... On remarquera dans ce récit le soin minutieux avec lequel les faits ont été observés. Il serait à désirer qu'on apportât toujours, en pareil cas, la même attention et la même prudence. On sait aujourd'hui que les phénomènes de ce genre ne sont point le résultat d'un état pathologique, mais ils dénotent toujours chez eux, en qui ils se manifestent, une excessive sensibilité facile à surexciter. L'état pathologique n'est point la cause efficiente, mais il peut être consécutif. Alors, je préviens juste, je pense que je vous l'ai dit déjà sur cet article sur l'ancien, pour ce qui est de la revue Spirit, j'ai, en termes de caractère, j'ai un petit souci sur l'original que je vous lis, j'ai un petit souci je vois pas bien les lettres, voilà. Donc on va faire ça au mieux, mais ça a l'air passionnant quand même. La manie de l'expérimentation, dans ces cas analogues, a plus d'une fois causé des accidents graves qui n'auraient point eu lieu si l'on eût laissé la nature à elle-même. On trouvera dans notre instruction pratique sur les manifestations spirites, donc ça c'est un de ses livres, les conseils nécessaires à cet effet. Nous suivons M. Blanc dans son compte-rendu. Alors j'imagine que là il va le citer puisque on ouvre les guillemets. Les lecteurs de notre brochure intitulée Les Esprits Frappeurs ont vu que les manifestations de Philippe Sanger ont un caractère énigmatique et extraordinaire. Nous avons raconté ces faits merveilleux depuis leur début jusqu'au moment où l'enfant fut conduite. Alors là, il dit conduite. Je pensais que c'était un garçon, moi. Je sais pas si vous l'aviez compris comme ça, mais
Là, apparemment, il met ça au féminin. Jusqu'au moment où l'enfant fut conduite au médecin royal du canton. Maintenant, nous allons examiner ce qui s'est passé depuis jusqu'à ce jour. Lorsque l'enfant quitta la demeure du docteur Bettner, vous vous souvenez, on l'avait déjà eu, pour rentrer à la maison paternelle, le fracas et le grattement recommencèrent chez le père Sanger. Jusqu'à cette heure, et même depuis la guérison complète de la jeune fille, les manifestations ont été plus marquées et ont changé de nature. Là, il met une petite annotation en mettant « Nous aurons occasion de parler de l'indisposition de cet enfant, mais puisqu'après sa guérison les mêmes effets se sont produits, c'est une preuve évidente qu'ils sont indépendants de son état de santé. » Voilà. Ok, ça veut dire que ça n'a rien à voir avec sa santé parce qu'elle va pas bien, hop, elle produit les phénomènes. C'est vraiment, elle les produit tout court. Dans ce mois de novembre 1852, l'esprit commença à siffler. Donc ça, c'est nouveau. Parce qu'avant, il frappait juste. Ensuite, on entendit un bruit comparable à celui de la roue d'une brouette tournant sur son axe et rouillée. Mais le plus extraordinaire de tout, c'est sans contredit le bouleversement des meubles dans la chambre de Philippine. Donc, ça y est, on a le prénom de l'enfant, ce qu'on n'avait pas eu à l'époque. Donc je pense que là, il a beaucoup plus de renseignements, enfin, le journaliste, sur qui c'est. Donc, le bouleversement des meubles dans la chambre de Philippine, désordre qui dura pendant 15 jours. Une courte description des lieux me paraît nécessaire. Ça aussi, on l'avait pas. Cette chambre a environ 18 pieds de long sur 8 de large. On y arrive par la chambre commune. La porte qui fait communiquer ces deux pièces s'ouvre à droite. Ok. Donc, il y a une chambre commune, et hop, vous savez, c'était un petit peu les pièces, on a ça dans des vieilles maisons alsaciennes, des pièces communicantes comme ça. Comme des longères aussi qu'on peut trouver dans l'ouest de la France. On y arrive donc par la chambre commune. La porte qui fait communiquer ces deux pièces s'ouvre à droite. Le lit de l'enfant était placé à droite. Au milieu, une armoire et dans le coin à gauche, une table de travail. Donc, c'était la table de travail de Sanger, dans laquelle sont pratiquées 2 cavités circulaires fermées par des couvercles. Ok ? Le soir, où commença le remue-ménage, Madame Sanger et sa fille aînée Francisque étaient assises dans la première chambre, près d'une table, et occupées à écosser des haricots. Tout à coup, un petit rouet lancé de la chambre à coucher tomba près d'elles. Elles en furent d'autant plus effrayées qu'elles savaient que personne autre que Philippine, alors plongée dans le sommeil, ne se trouvait dans la chambre. De plus, le rouet avait été lancé du côté gauche, tandis qu'il se trouvait sur le rayon d'un petit meuble placé à droite. S'il fût parti du lit, il aurait dû rencontrer la porte et s'y arrêter. Bah ouais, il a fait un sacré parcours. Il demeurait donc évident que l'enfant n'était pour rien dans ce fait. Pendant que la famille Sanger exprimait sa surprise sur cet événement, quelque chose tomba de la table sur le sol. C'était un morceau de drap qui, auparavant, trempait dans une cuvette pleine d'eau. Ok. Il y a quand même un sacré phénomène, hein. À côté du rouet gisait aussi une tête de pipe, l'autre moitié était restée sur la table. Ce qui rendait la chose encore plus incompréhensible, c'est que la porte de l'armoire où était le rouet avait, avant d'être lancée, se trouvait fermée, que l'eau de la cuvette n'était point agitée, et qu'aucune goutte n'avait été répandue sur la table. Tout à coup, l'enfant, toujours endormi, criait de son lit. « Père, va-t'en! Il jette! Sortez! Il vous jetterait aussi! » Ouais, donc là, il y a un poltergeist qui commence à s'activer. Ils obéirent à cette injonction. Et à peine furent-ils dans la première chambre que la tête de pipe y fut lancée avec une grande force, sans pourtant qu'elle se brisât. Une règle dont Philippine se servait à l'école prit le même chemin. Oh punaise. Le père, la mère et leur fille aînée se regardaient avec effroi et, comme ils réfléchissaient au parti à prendre, un long rabot de Sanger, toujours Monsieur Sanger, et un très gros morceau de bois furent lancés de son établi dans l'autre chambre. Sur la table de travail, les couvercles étaient à leur place, et malgré cela, les objets qu'ils recouvraient avaient pareillement été jetés au loin. Le même soir, les oreillers du lit furent lancés sur une armoire et la couverture contre la porte. Donc,
Là, les amis, ça ressemble vraiment à un phénomène de poltergeist. Je vous raconte juste un truc que j'ai vu un jour sur une vidéo, sur une chaîne un petit peu spécialisée, pour une fois, sur les médias, sur la télé. Et c'était sur Planète, je crois. Et vraiment, on avait un monsieur qui se plaignait c'était dans Paranormal Activity, un truc comme ça, un monsieur qui se plaignait, c'est des vidéos, vous savez, que les gens envoient avec des phénomènes, un monsieur qui se plaignait de manifestations dans sa maison, et à un moment, il a pensé prendre des verres et communiquer avec ce qui faisait ça dans sa maison. Et donc il manipule les verres comme il peut, voilà, sans forcément, puis c'est quelqu'un qui avait pas énormément de culture, on le voit clairement, sans jugement, hein. Et et on voit vraiment tous les tiroirs qui s'ouvrent, les placards, il était dans sa cuisine, chaque assiette qui vole une par une, qui est envoyée une par une, la vaisselle qui casse. N'importe qui serait parti en courant, enfin en tout cas beaucoup. Il est vraiment resté devant sa table et ses verres complètement hébétés à essayer de continuer tant qu'il pouvait. Et en essayant de couvrir sa tête comme il pouvait. Mais j'ai trouvé quand même exceptionnel le sang-froid de cette personne parce que franchement, les fails qu'on en voit partout. Mais là, on voyait clairement que c'était très particulier. J'aurais des anecdotes comme ça aussi de vidéos que j'avais vues particulières, mais je vais juste vous donner celle-ci pour l'instant. Et c'est vrai que le sang-froid de cette personne complètement hébétée avec ce qui se passe, alors que n'importe qui, j'ai vu une nana un jour sur notre vidéo, le tiroir s'ouvre, elle referme, le tiroir se s'ouvre, elle a quitté la maison en courant. Là, la cuisine en mode destruction complète, avec tous les placards qui s'ouvrent. Et je vous assure, ça paraissait vraiment, vraiment réaliste. Et elle a eu quand même le courage de rester. Bon, on n'a pas l'intégralité de la vidéo, mais ça, c'était quand même incroyable. Donc, on va continuer. Un autre jour, on avait mis au pied de l'enfant, sous la couverture, un fer à repasser, du poids de 6 livres environ. Bientôt, il fut jeté dans la première pièce, la poignée en avait été enlevée et on la retrouva sur une chaise de la chambre à coucher. Bon. Moi, j'aurais bien aimé qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont mis un fer à repasser dans le lit. Peut-être pour 6 livres, ça fait quoi? Ça fait 3 kilos à peu près, hein, il me semble. Pourquoi ils ont mis ça? Parce que même 3 kilos, ça permet pas de soutenir un lit. Donc je pensais au début, voilà, ils ont mis un poids pour maintenir le lit en place, peut-être, pour qu'il soit moins... Mais quand même, faudra qu'on m'explique. Je sais que pour chauffer les lits, on mettait des briques chaudes pour faire, quand il n'y avait pas de bouillotte. Mais là, pourquoi mettre un fer à repasser sous la couverture? Là, par contre, je comprends pas. C'est peut-être pour nous expliquer que même avec un certain poids, ça peut être envoyé, mais bon, là, il y a quelque chose de pas clair. Nous fûmes témoins que des chaises placées à 3 pieds du lit, environ, furent renversées, et des fenêtres ouvertes, bien qu'elles fussent fermées auparavant. Et cela à peine nous avions tourné le dos pour rentrer dans la première pièce. Alors, il y a aussi une chose, c'est que là, on a clairement des phénomènes de poltergeist, donc énergie qui manipule l'atmosphère et qui balance des objets. Moi, ce que j'en sais, vous me direz vous, c'est que, pour avoir étudié un peu le phénomène, là, on voit bien qu'elle est partie, elle est revenue, la gamine. Donc au début, c'était un esprit frappeur qui tapait un peu, enfin plus un esprit tout court qui tapait. Il y a une forme de communication aussi qui se faisait. Là, on est clairement sur de l'énergie pure. A priori, il y a une documentation qui existe à plusieurs reprises sur ce fait que les poltergeists et des esprits tout court seraient pas la même chose. C'est-à-dire que on pourrait même avoir des esprits, par exemple, qui seraient errants, qui pourraient être aussi très indisposés par des phénomènes poltergeist qui seraient tout simplement des phénomènes d'énergie, de pulsion et qui agiraient sur du mobilier. C'est-à-dire que ce serait pas forcément une énergie consciente comme on l'imagine ou intelligente qui s'exercerait directement, en tout cas individuellement sur des objets. J'aimerais bien votre retour à ce sujet s'il y en a qui sont connaisseurs. Et s'il vous plaît, pas des retours juste émis, voilà, des retours qui soient documentés s'il vous plaît, ou alors où il y a des vrais phénomènes d'expérimentation ou d'expérienceurs, puisque vous le découvrirez peut-être, mais voilà, je connais quelques personnes en termes d'expérienceurs directement, pas juste des intuitions, voilà. Mais simplement, il existerait apparemment plusieurs forces différentes, et certains esprits pourraient justement... ou des mémoires pourraient s'éteindre par rapport à ce phénomène d'énergie. Et ces phénomènes d'énergie, qui pourraient aussi très bien être provoqués
par des personnes, et notamment des adolescents ou des adolescentes, dans des périodes qui seraient justement de transformation hormonale. Voilà, donc là on a une jeune fille, bon, faut voir, est-ce qu'on serait là-dessus ou pas, on va voir ce qu'il va nous dire. On va voir la suite. Une autre fois, 2 chaises furent transportées sur le lit sans déranger la couverture. Bon, ils font des sacrés tests, hein. Ah oui, non, c'est le poltergeist, enfin oui, ou c'est ce qui a fait, l'énergie qui a fait ça. Le 7 octobre, on avait solidement fermé la fenêtre et tendu devant un drap blanc. Tendu devant la fenêtre un drap blanc, ok. Dès que nous eûmes quitté la chambre, on frappa à coups redoublés, et avec tant de violence, que tout en fut ébranlé, et que des gens qui passaient dans la rue s'enfuirent épouvantés. Excusez-moi, ça me fait rire. Mais oui, mais je pense en même temps que ça me fait rigoler, j'imagine la scène. Mais je pense qu'en même temps, dans le village, tout le monde devait être au courant, quoi. Hein, et la gamine, elle a dû rentrer. Oh punaise, c'est clair. On a couru dans la chambre, la fenêtre était ouverte, le drap jeté sur la petite armoire à côté, la couverture du lit et les oreillers par terre, les chaises culbutées et l'enfant dans le lit, protégé par sa seule chemise. L'enfant est pas touché, hein, vous remarquerez. Hein. Pendant 14 jours, la femme songée fut occupée à réparer le lit. Oui, donc Sangé, c'est le nom. Pardon, des personnes, j'avais oublié ça. Voilà, et pendant que je lis ça, j'ai le chat qui tambourine à la porte. C'est mon esprit frappeur de la porte d'ici. Alors, ensuite, une fois, on avait laissé un harmonica sur un siège, des sons se firent entendre. Étant précipitamment entré dans la chambre, on trouva comme toujours l'enfant tranquille dans son lit. En tout cas, elle a pas l'air perturbée, d'après ce qu'ils disent. L'instrument était sur la chaise, mais ne vibrait plus. Un soir, le père Sangé sortait de la chambre de sa fille quand il reçut dans le dos le coussin d'un siège. Décidément, ils sont attaqués. Non, là, quand ça commence à devenir comme ça, c'est vraiment chaud. Une autre fois, c'est une paire de vieilles pantoufles, des souliers qui étaient sous le lit, des sabots qui viennent à sa rencontre. Il faut faire attention, surtout s'il y a des événements, enfin même il y a des objets lourds, mais pas s'amuser à planter des couteaux dans... Je dis ça, c'est parce qu'à une époque, pour ranger des couteaux, je connaissais une personne qui les plantait dans un morceau de bois, quoi. J'ai jamais compris cette façon de faire, mais bon. Parce qu'en plus, ça doit abîmer la pointe, enfin, Maintes fois aussi, la chandelle allumée, placée sur la table de travail, fut soufflée. Les coups et les grattements alternaient avec une démonstration du mobilier. Le lit semblait être mis en mouvement par une main invisible. Au commandement de balancer le lit ou bercer l'enfant, le lit allait et venait, en long et en large, avec bruit. Au commandement de halte, il s'arrêtait. Donc ça, c'est intéressant à savoir quand même, parce qu'il y a quand même une demande, et quelque part, il y a quelque chose qui réagit. Et c'est vrai, pour le poltergeist, je sais pas si ça c'est possible. Nous pouvons affirmer, nous qui avons vu, que 4 hommes s'assirent sur le lit, et même s'y suspendirent sans pouvoir arrêter le mouvement. Ils étaient soulevés avec le meuble. Au bout de 14 jours, le bouleversement du mobilier cessa, et ces manifestations en succédèrent d'autres. Normalement, l'énergie s'affaiblit au bout d'un moment. Mais et à ces manifestations en succédèrent d'autres, donc ça veut dire qu'il y a d'autres choses qui vont reprendre, on va regarder ça. Le 26 octobre au soir, se trouvait entre autres personnes dans la chambre, Madame Louis, Madame Louise Soené, je pense, licenciée en droit, le capitaine Simon, tous deux de Wissembourg, ainsi que, je pense que c'est Monsieur Siver de Bergsaberg, c'est juste que c'est effacé. Philippe Sangé était à ce moment plongé dans le sommeil magnétique. Ok. Alors là, il met en annotation, donc Sangé, normalement, je crois que c'est son père, il me semble. Ah non, c'est Philippine Sangé, donc c'est la gamine qui est plongée dans le sommeil magnétique. Alors, il met en annotation à ce sujet. Une somnambule de Paris avait été mise en rapport avec la jeune Philippine, et depuis lors, celle-ci tombait elle-même, spontanément, en sommeil somnambuliste.
il s'est passé à cette occasion des faits remarquables que nous rapportons une autre fois. D'accord, donc ça veut dire qu'il y aura peut-être une suite les amis, il faudra que je cherche ça. Si vous voulez la suite par contre, va falloir mettre des éléments parce que mettez des commentaires, si vous likez, n'hésitez pas à penser à liker et mettez les commentaires sur la vidéo de manière à m'encourager dans le sens où si vous voulez la suite, j'irai la chercher parce que là apparemment il va falloir un peu bosser. C'est-à-dire que c'est pas directement dans la revue Spirit, va falloir que je te trouve où on va pouvoir trouver ça parce que là c'est la note du traducteur, c'est pas la note de Allan Kardec. Donc va falloir que je fasse des recherches un petit peu plus longues. Et aussi, pensez à vous abonner si vous voulez d'autres contenus du même type. Voilà, ça vous permet d'avoir les notifications. Voilà, tout simplement. Et entre parenthèses, j'ai encore eu un mouvement d'abonnés assez étrange. J'ai eu d'un coup plein d'abonnés et un autre coup, en 24 heures, j'ai eu un gros nombre d'abonnés d'un coup. Et puis d'un coup, pouf, j'ai perdu à peu près un peu plus la moitié. Donc c'est étrange. Après, comme je vous ai dit, ça c'est pas quelque chose, je cours pas après. Moi, ce que j'aime, c'est partager ce que je fais. J'ai ces lectures et j'aime bien aussi en parler avec vous parce que vous avez souvent des retours par mail ou commentaires. Je remercie d'ailleurs ceux qui font des témoignages aussi. Et ça permet de mettre ces textes un petit peu au goût du jour et que tout le monde les connaisse, quoi. Et je les découvre aussi avec vous, comme vous avez remarqué. C'est pour ça que je mets ma pipelette. Mais on continue. Monsieur Siver présenta à celle-ci un papier renfermant des cheveux pour voir ce qu'elle en ferait. Donc il présente à Philippine un papier avec des cheveux alors qu'elle est en sommeil magnétique. Elle ouvrit le papier sans cependant mettre les cheveux à découvert. Les appliqua sur ses paupières closes, puis les éloigna comme pour examiner à distance et dit « Je voudrais bien savoir ce que contient ce papier. Ce sont des cheveux d'une dame que je ne connais pas. Si elle veut venir, qu'elle vienne. Je ne puis pas l'inviter, je ne la connais pas. » Aux questions qu'il lui adressa M. Siver, elle ne répondit pas. Mais ayant placé le papier dans le creux de sa main, qu'elle étendait et retournait, il y resta suspendu. Elle le plaça ensuite au bout de l'index et fit décrire à sa main pendant assez longtemps un demi-cercle en disant « Ne tombe pas », et le papier resta au bout du doigt. Puis au commandement de « Maintenant tombe », il se détacha sans qu'elle mît le moindre mouvement pour déterminer la chute. Soudain, se tournant du côté du mur, elle dit « À présent, je veux t'attacher au mur. » Elle y appliqua le papier, qui resta fixé environ 5 à 6 minutes après quoi elle l'enleva. Donc c'est elle qui l'enlève après. Un examen minutieux du papier et du mur n'y fit découvrir aucune cause d'adhérence. Donc il n'y avait pas de colle, il n'y avait pas de scotch, il n'y avait pas de chewing-gum, même s'il n'y en avait pas à l'époque. Des chewing-gums, mais enfin bon, il y avait rien de collant, aucune substance collante. Nous croyons donc faire remarquer que la chambre était parfaitement éclairée, ce qui nous permit de nous rendre un compte exact de toutes ces particularités. Alors, moi je veux bien sur les effets aussi, voilà, on remarque que le papier, elle arrive à le faire léviter d'une certaine façon, elle arrive à agir dessus. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est pourquoi elle a ce type d'action. C'est-à-dire, donc elle arrive à voir que c'est une personne qu'elle connaît pas, elle veut pas répondre aux questions, c'est une chose. Certainement que la médiumnité s'enclenche pas, ou simplement que elle souhaite que elle ne souhaite rien dire à ce sujet, et de l'autre côté, elle a besoin quand même, parce que ça n'a pas été demandé, de démontrer un phénomène parapsychique différent qui est une forme de télékinésie. Donc, à voir, ou autre chose, hein. Donc déjà, ça, il faudrait savoir pourquoi elle a besoin de montrer ça. Le lendemain soir, on lui donna d'autres objets. Des clés, des pièces de monnaie, des porte-cigares, des montres, des anneaux d'or et d'argent. Et tous, sans exception, restaient suspendus à sa main. On a remarqué que l'argent y adhérait plus que les autres matières, car on eut de la peine à en enlever les pièces de monnaie, et cette opération lui causait de la douleur. Un des faits les plus curieux en ce genre est le suivant. Le mardi 11 novembre, un officier qui était présent lui donna son sabre avec le ceinturon et le tout, qui pesait 4 livres d'après constatation.
resta suspendu au doigt médium en se balançant assez longtemps. Alors, ils ont pas peur, hein. Il lui confie un sabre alors que il y a des poltergeists quand même dans l'espace, quoi. Bon, je sais, mais des fois, quand même, quand je dis ça, je me dis, mais est-ce qu'ils ont réfléchi quand même à d'autres choses? Après, il y a peut-être des raisons, mais quand même, quoi. Ce qui n'est pas moins singulier, c'est que tous les objets, quelle qu'en fût la matière, restaient également suspendus. Cette propriété magnétique se communiquait par le simple contact des mains aux personnes susceptibles de la transmission du fluide. Nous en avons eu plusieurs exemples. Un capitaine, monsieur le chevalier de Zentner, en garnison à cette époque à Bergzabern, témoin de ces phénomènes, eut l'idée de mettre une boussole près de l'enfant pour en observer les variations. Au premier essai, l'aiguille dévia de 15 degrés, mais au suivant, elle resta immobile. Quoique l'enfant eût la boîte dans la main et la caressa de l'autre. Cette expérience nous a prouvé que ces phénomènes ne sauraient s'expliquer par l'action du fluide minéral, d'autant moins que l'attraction magnétique ne s'exerce pas sur tous les corps indifféremment. D'habitude, lorsque la petite somnambule se disposait à commencer des séances, elle appelait dans la chambre toutes les personnes qui se trouvaient là. Elle disait simplement « Venez, venez » ou bien « Donnez, donnez ». Souvent, elle n'était tranquille que lorsque tout le monde sans exception était près de son lit. Elle demandait alors avec empressement et impatience un objet quelconque. À peine le lui avait-on donné qu'il s'attachait à ses doigts. Il arrivait fréquemment que 10, 12 personnes et plus étaient présentes, et que chacune d'elles lui remettait plusieurs objets. Pendant la séance, elle ne souffrait pas qu'on lui en reprît aucun. Elle paraissait surtout tenir aux montres. Elle les ouvrait avec une grande adresse, examinait le mouvement, les refermait, puis les plaçait près d'elle pour examiner autre chose. À la fin, elle rendait à chacun ce qu'on lui avait confié. Elle examinait les objets, les yeux fermés, et jamais ne se trompait de propriétaire. Si quelqu'un tendait la main pour prendre ce qui lui appartenait pas, elle le repoussait. Comment expliquer cette distribution multiple à un si grand nombre de personnes sans erreur? On essayerait en vain de le faire soi-même les yeux ouverts. La séance terminée et les étrangers partis, les coups et le grattement momentanément interrompus recommençaient. Il faut ajouter que l'enfant ne voulait pas que personne se tînt au pied de son lit près de l'armoire, ce qui laissait entre les deux meubles un espace d'environ 1 pied. Si quelqu'un s'y mettait, elle le renvoyait d'un geste. S'y refusait-on, elle montrait une grande inquiétude et ordonnait par des gestes impérieux de quitter la place. Une fois, elle engagea les assistants à ne jamais se tenir à l'endroit défendu, parce qu'elle ne voulait pas, dit-elle, qu'il arrivât malheur à quelqu'un. Cet avertissement était si positif que nul à l'avenir ne l'oublia. À quelque temps de là, au frappement et au grattement, se joignit un bourdonnement que l'on peut comparer au son produit par une grosse corde de basse. Un certain sifflement se mêlait à ce bourdonnement. Quelqu'un demandait-il une marche ou une danse? Son désir était satisfait. Le musicien invisible se montrait fort complaisant. À l'aide du grattement, il appelle nominativement les gens de la maison ou les étrangers présents. Ceux-ci comprennent facilement à qui il s'adresse. À l'appel par le grattement, la personne désignée répond oui, pour donner à entendre qu'elle sait qu'il s'agit d'elle. Alors, il exécute à son attention un morceau de musique qui donne parfois lieu à des scènes plaisantes. Si une autre personne que celle appelée répondait oui, le gratteur faisait comprendre, par un son non exprimé, à sa manière, qu'il n'avait rien à lui dire pour le moment. C'est le soir du 10 novembre que ces faits se sont produits pour la première fois, et ils ont continué à se manifester jusqu'à ce jour. C'est quand même... Voici maintenant comment l'esprit frappeur s'y prenait pour désigner les personnes. Depuis plusieurs nuits, on avait remarqué qu'aux diverses invitations de faire telle ou telle chose, il répondait par un coup sec ou par un grattement prolongé. Aussitôt que le coup sec était donné, le frappeur commençait à exécuter ce qu'on désirait de lui. Quand au contraire il grattait, il ne satisfaisait pas à la demande.
Un médecin eut alors l'idée de prendre pour un oui le premier bruit et le second pour un non. Et depuis lors, cette interprétation a toujours été confirmée. On remarqua aussi que par une série de grattements plus ou moins forts, l'esprit exigeait certaines choses des personnes présentes. À force d'attention, et en remarquant la manière dont le bruit se produisait, on put comprendre l'intention du frappeur. Ainsi, par exemple, le père Sanger a raconté que le matin, au point du jour, il entendait des bruits modulés d'une certaine façon. Sans y attacher d'abord aucun sens, il remarqua qu'il ne cessait que lorsqu'il était hors du lit. D'où il comprit qu'il signifiait « lève-toi ». C'est ainsi que, peu à peu, on se familiarisa avec ce langage et qu'à certains signes les personnes désignées purent se reconnaître. Arriva l'anniversaire du jour où l'esprit frappeur s'était manifesté pour la première fois. C'est-à-dire qu'ils ont vécu ça quand même pendant 1 an déjà. Des changements nombreux s'opérèrent dans l'état de Philippine Sanger. Les coups, le grattement et le bourdonnement continuèrent, mais à toutes ces manifestations se joignit un cri particulier, décidément, qui ressemblait tantôt à celui du... Pardon. Qui ressemblait tantôt à celui... Non mais c'est un spectacle. Tantôt à celui d'une oie, tantôt à celui d'un perroquet ou de tout autre gros oiseau. Non mais c'est une blague, c'est pas possible. En même temps, on entendit une sorte de picotement contre le mur. Voyons, semblable au bruit que ferait un oiseau becquetant. En becquetant. Alors, non mais c'est un concert, les amis. À cette époque, Philippine Sanger parlait beaucoup pendant son sommeil et paraissait surtout préoccupée d'un certain animal qui ressemblait à un perroquet se tenant au pied du lit, criant et donnant des coups de bec contre le mur. Non mais ça a aucun sens, quoi. Ça a aucun sens, sérieusement, les amis. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Ah oui, et pensez à liker et surtout pensez à vous abonner si vous voulez d'autres nouvelles de ce genre. Mais franchement, c'est... je sais plus quoi en penser. Sur le désir d'entendre crier le perroquet, celui-ci jetait des cris perçants. Ok, on posa diverses questions auxquelles il fut répondu par des cris du même genre. Plusieurs personnes lui commandèrent de dire « cacatness », alors c'est « cacatoès », pardon, et l'on entendit très distinctement le mot « cacatoès ». Alors déjà, pourquoi ce mot-là ? Comme s'il eût été prononcé par l'oiseau lui-même. Nous passerons sous silence les faits les moins intéressants et nous nous bornerons à reporter ce qu'il y eut de plus remarquable sous le rapport des changements survenus dans l'état corporel de la jeune fille. Quelque temps avant Noël, les manifestations se renouvelèrent avec plus d'énergie, les coups, les grattements devinrent plus violents et durèrent plus longtemps. Philippine, plus agitée que de coutume, demandait souvent à ne plus coucher dans son lit, mais dans celui de ses parents. Elle se roulait dans le sien en criant « Je ne peux plus rester ici, je vais étouffer, ils vont me, alors je pense, loger dans le mur, au secours », et son calme ne revenait que lorsqu'on l'avait transportée dans un autre lit. Est-ce que dans un autre lit, ça recommence ? À peine s'y trouvait-elle, que des coups très forts se faisaient entendre d'en haut. Ils semblaient partir du grenier comme si un charpentier eût frappé sur les poutres. Ils étaient même quelquefois si vigoureux que la maison en était ébranlée, que les fenêtres vibraient et que les personnes présentes sentaient le sol trembler sous leurs pieds. Moi, ce qui m'étonne quand même... sentaient trembler sur leurs pieds, des coups semblables étaient également frappés contre les murs près du lit. Voilà, je vais faire un moment la phrase. C'est cette énergie, moi, c'est ça que je comprends pas. C'est qu'au bout d'un moment, l'énergie, elle s'atténue et petit à petit, ça s'arrête. Là, on a plus d'1 an, ça reste violent. Alors, ça se peut que ça vienne de la gamine, mais j'aurais bien aimé votre avis. Aux questions posées, les mêmes coups répondaient comme d'habitude, alternant toujours avec le grattement. Les faits suivants, non moins curieux, se sont maintes fois reproduits. Lorsque tout bruit avait cessé et que la jeune fille reposait tranquillement dans son petit lit, on la vit souvent se prosterner tout à coup et joindre les mains tout en ayant les yeux fermés. Puis elle tournait la tête de tous les côtés, tantôt à droite, tantôt à gauche,
comme si quelque chose d'extraordinaire eût attiré son attention. Apparition mariale. Un sourire aimable courait alors sur ses lèvres. On eût dit qu'elle s'adressait à quelqu'un. Elle tendait les mains et à ce geste, on comprenait qu'elle serrait celle de quelque ami ou connaissance. On la vit aussi, après de semblables scènes, reprendre sa première attitude suppliante, joindre de nouveau les mains, courber la tête jusqu'à toucher la couverture, puis se redresser et verser des larmes. Elle soupirait alors et paraissait prier avec une grande ferveur. Dans ces moments, sa figure était transformée. Elle était pâle et avait l'expression d'une femme de 24 à 25 ans. Cet état durait souvent plus d'une demi-heure, état pendant lequel elle ne prononça que des « ah, ah ». Les coups, le grattement, le bourdonnement et les cris cessaient jusqu'au moment du réveil. Alors, le frappeur se faisait entendre de nouveau, cherchant l'exécution d'airs gais, propres à dissiper l'impression pénible produite sur l'assistance. Au réveil, l'enfant était très abattue. Elle pouvait à peine lever les bras et les objets qu'on lui présentait ne restaient plus suspendus à ses doigts. Bon, il y a quand même l'énergie là, qui est puisée dans cette jeune fille, on dirait. Curieux de connaître ce qu'elle avait éprouvé, on l'interrogea plusieurs fois. Ce n'est que sur des instances réitérées qu'elle se décida à dire qu'elle avait vu conduire et crucifier le Christ sur le Golgotha, que la douleur des saintes femmes prosternées au pied de la croix et le crucifiement avaient produit sur elle une impression qu'elle ne pouvait rendre. Elle avait vu aussi la foule de femmes et de jeunes vierges en robes noires et des jeunes gens en longues robes blanches parcourir processionnellement les rues d'une belle ville, et ainsi elle s'était trouvée transportée dans une vaste église où elle avait assisté à un service funèbre. En peu de temps, l'état de Philippine Sanger changea de façon à donner des inquiétudes pour sa santé, car à l'état de veille, elle divaguait et rêvait tout haut. Elle ne reconnaissait ni son père, ni sa mère, ni sa sœur, ni aucune autre personne, et cet état va encore s'aggraver d'une surdité complète qui persista pendant 15 jours. Ce n'aurait pas un phénomène de possession. Nous ne pouvons passer sous silence ce qui eut lieu durant ce laps de temps. La surdité de Philippine se manifesta de midi à 3 heures, et elle-même déclara qu'elle restait sourde pendant un certain temps et qu'elle tomberait malade. Ce qu'il y a de singulier, c'est que parfois elle recouvrait Louis pendant une demi-heure, ce dont elle se montrait heureuse. Elle prédisait elle-même le moment où la surdité devait la prendre et la quitter. Une fois, entre autres, elle annonça que le soir, à 8h30, elle entendrait clairement pendant une demi-heure. Et en fait, à l'heure dite, Louis était revenu et cela dura jusqu'à 9h. Pendant sa surdité, ses traits étaient changés, son visage prenait une expression de stupidité qu'il perdait aussitôt qu'elle était rentrée dans son état normal. Ah bon? D'accord. Rien alors ne faisait impression sur elle. Elle se tenait assise, regardant les personnes présentes d'un œil fixe et sans les reconnaître. On ne pouvait se faire comprendre que par des signes auxquels le plus souvent elle ne répondait pas, se bornant à fixer les yeux sur celui qui lui adressait la parole. Une fois, elle saisit tout à coup par le bras une des personnes présentes et lui dit en la poussant « Qui es-tu donc ?» Dans cette situation, elle restait quelquefois plus d'1h30 immobile sur son lit. Ses yeux étaient à demi ouverts et arrêtés sur un point quelconque. De temps à autre, on les voyait se tourner à droite et à gauche, puis revenir au même endroit. Toute sensibilité paraissait alors émoussée en elle. Son pouls battait à peine et lorsqu'on lui plaçait une lumière devant les yeux, elle ne faisait aucun mouvement, on l'eût dit morte. Il arriva pendant sa surdité qu'un soir, étant couchée, elle demanda une ardoise et de la crêpe, puis elle écrivit « À 11h, je dirai quelque chose, mais j'exige qu'on se tienne tranquille et silencieux. » Après ces mots, elle ajouta 5 signes qui ressemblaient à de l'écriture latine,
mais qu'aucun des assistants ne put déchiffrer. On écrivait sur l'ardoise qu'on ne comprenait pas ces signes. En réponse à cette observation, elle écrivit « N'est-ce pas que vous pouvez pas lire ?» Et plus bas, ce n'est pas de l'allemand, c'est une langue étrangère. Bon je vois pas l'intérêt, non. Si elle sait déjà qu'ils n'arrivent pas à lire, je comprends pas. Enfin, non mais c'est lunaire quand même. Ensuite, ayant retourné l'ardoise, elle écrivit de l'autre côté. Francisque, entre parenthèses sa sœur aînée, s'assiera à cette table et écrira ce que je lui dirai. Elle accompagna ces mots de 5 signes semblables au premier et rendit l'ardoise. Remarquant que ces signes n'étaient pas encore compris, elle redemanda l'ardoise et ajouta « Ce sont des ordres particuliers ». Un peu avant 11 heures, elle dit « Tenez-vous tranquille, que tout le monde s'assoie et prête attention ». Et au coup de 11 heures, elle se renversa sur son lit et tomba dans son sommeil magnétique ordinaire. Quelques instants après, elle se mit à parler, ce qui dura sans discontinuer pendant 1 demi-heure. Entre autres choses, elle déclara que dans le courant de l'année, il se produirait des faits que personne ne pourrait comprendre et que toutes les tentatives faites pour les expliquer resteraient infructueuses. Pendant la surdité de la jeune Sanger, le bouleversement du mobilier, l'ouverture inexpliquée des fenêtres, l'extinction des lumières placées sur la table de travail se renouvelèrent plusieurs fois. Il arriva un soir que 2 bonnets accrochés à un porte-manteau de la chambre à coucher furent placés sur la table de l'autre chambre, et renversèrent une tasse pleine de lait, qui s'est répandue par terre. Les coups frappés contre le lit étaient si violents que ce meuble en était déplacé. Quelquefois même, il était dérangé avec fracas sans que les coups se fissent entendre. Comme il y avait encore des gens incrédules ou qui attribuaient ces singularités à un jeu d'enfant, qui selon eux frappait ou grattait avec ses pieds et ses mains, bien que les faits eussent été constatés par plusieurs centaines de témoins, et qu'il fût avéré que la jeune fille avait les bras étendus sur la couverture pendant que les bruits se produisaient, le capitaine Zentner imagina un moyen de les convaincre. Il fit apporter de la caserne 2 couvertures très épaisses qu'on mit l'une sur l'autre, et dont on enveloppa les matelas et les draps de lit. Elles étaient à longs poils, de telle sorte qu'il était impossible d'y produire le moindre bruit par frottement. Philippine, vêtue d'une simple chemise et d'une camisole de nuit, fut mise sur ces couvertures. À peine placées, le grattement et les coups eurent lieu, comme auparavant, tantôt contre le bois du lit, tantôt contre l'armoire voisine, selon le désir qui était exprimé. Il arrive souvent que, lorsque quelqu'un fredonne ou siffle un air quelconque, le frappeur l'accompagne et les sons que l'on perçoit semblent provenir de 2, 3 ou 4 instruments. On entend gratter, frapper, siffler et gronder en même temps, suivant le rythme de l'air chanté. Souvent aussi, le frappeur demande à l'un des assistants de chanter une chanson. Il le désigne par le procédé que nous connaissons. Et quand celui-ci a compris que c'est à lui que l'esprit s'adresse, il demande à son tour s'il doit chanter tel ou tel air. Il lui est répondu par oui ou par non. L'air indiqué étant chanté, un accompagnement de bourdonnements et de sifflements se fait entendre parfaitement en mesure. Après un air joyeux, l'esprit demandait souvent l'air « Grand Dieu, nous te louons » ou la chanson de Napoléon Ier. Si on lui disait de jouer tout seul cette dernière chanson ou tout autre, il la faisait entendre depuis le commencement jusqu'à la fin. Eh bien, les choses allèrent ainsi dans la maison des Sanger, soit le jour, soit la nuit pendant le sommeil ou dans l'état de veille de l'enfant jusqu'au 4 mars 1853. Époque à laquelle les manifestations entrèrent dans une autre phase. Dites donc. Ce jour fut marqué par un fait plus extraordinaire encore que les précédents. La suite au prochain numéro. Alors, sachant que... donc ça veut dire qu'il y a une suite. Alors moi là, je ne l'ai pas.
Mais Alan Kardec nous a mis quand même une petite remarque d'une page, donc on va un petit peu lire ça. Remarque. Nos lecteurs ne nous seront pas mauvais gré, sans doute, de l'étendue que nous avons donnée à ces curieux détails, et nous pensons qu'ils en liront la suite avec non moins d'intérêt. Nous ferons remarquer que ces faits ne nous viennent pas des contrées transatlantiques, dont la distance est un grand argument pour certains sceptiques quand même. Ils ne viennent même pas d'outre-Rhin, car c'est sur nos frontières qu'ils se sont passés, ou et presque sous nos yeux, puisqu'ils ont à peine 6 ans de date. Philippine Sanger était, comme on le voit, un médium naturel très complexe. Outre l'influence qu'elle exerçait sur les phénomènes bien connus, des bruits et des mouvements, elle était somnambule extatique. Elle conversait avec des êtres incorporels qu'elle voyait en même temps les assistants et leur adressait la parole, mais ne leur répondait pas toujours. Ce qui prouve qu'à certains moments, elle était isolée. Pour ceux qui connaissent les effets de l'émancipation de l'âme, les visions que nous avons apportées n'ont rien qui ne puisse aisément s'expliquer. Il est probable que dans les moments d'extase, l'esprit de l'enfant se trouvait transporté dans quelque contrée lointaine où il assistait peut-être en souvenir à une cérémonie religieuse. On peut s'étonner de la mémoire qu'il en gardait au réveil. Mais ce fait n'est point insolite. Du reste, on peut remarquer que le souvenir était confus et qu'il fallait insister beaucoup pour le provoquer. Si l'on observe attentivement ce qui se passait pendant la surdité, on y reconnaîtra sans peine un état cataleptique. Ça c'est vrai. Puisque cette surdité n'était que temporaire, il est évident qu'elle ne tenait point à l'altération des organes de l'ouïe. Il en est de même de l'oblitération momentanée des facultés mentales. Oblitération qui n'avait rien de pathologique, puisque à un instant donné, tout rentrait dans l'état normal. Cette sorte de stupidité apparente tenait à un dégagement plus complet de l'âme, d'où les excursions se faisaient avec plus de liberté et ne laissaient au sens que la vie organique. Qu'on juge donc de l'effet désastreux qu'eût pu produire un traitement thérapeutique en pareilles circonstances. Et là, oui, je suis complètement d'accord avec lui parce que c'est le cas de pas mal de personnes et c'est ce qu'on dit souvent, dans les asiles, il y a souvent des personnes qui sont atteintes des mêmes, on va dire, capacités, si on peut le dire comme ça, et qui sont sous traitement parce que, c'est pas compréhensible. Des phénomènes du même genre peuvent se produire à chaque instant, vous voyez. Nous ne saurions dans ce cas recommander trop de circonspection. Une imprudence peut compromettre la santé et même la vie, parce qu'une fois qu'ils sont bourrés de médoc, après, c'est fini. Au bout de quelque temps, ça altère les neurones et c'est terminé. Voilà. Donc voici l'extrait. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes si vous souhaitez la suite. Et j'essaierai de la retrouver. Par contre, je ne sais pas du tout où elle est. Donc on verra. Avec un peu de chance, on l'aura la semaine prochaine. Merci pour votre écoute en tout cas. Merci pour tous vos petits commentaires que j'ai lus aussi parce que là, cette vidéo, je l'ai fait en 2 fois. Puis entre-temps, j'ai vu d'autres commentaires sur d'autres vidéos. Merci à vous. À bientôt sur la chaîne Livre Ésotérique Ancien.